Bonsoir à tous et à toutes. J'ai plaisir à être dans votre compagnie sur Éclair TV. La semaine nous amène à réfléchir sur les sondages. Ils se multiplient au niveau national, un peu moins au niveau local, mais quelle est leur fiabilité? Ensuite, on constate une progression de l'abstention. Que peut-on envisager pour les prochaines élections, qu'elles soient cantonales ou régionales? Enfin, nous ne passerons pas sous silence ce qui a fait le buzz des réseaux sociaux, à savoir la gifle reçue par le président de la République, qui en fait, au-delà de l'aspect événementiel, interpelle plus largement: est-on dans le cadre d'une désacralisation de la fonction présidentielle, du politique, voire même de certaines institutions? Concernant les sondages, d'abord, ce qui pousse à ces sondages, c'est que nous appartenons à ce qu'on appelle l'homo economicus et nous avons cette tendance naturelle à pouvoir réduire l'incertitude, donc à savoir ce que peut être l'avenir. Mais vous verrez que cette tendance peut aussi avoir un certain nombre de dérives, dans la mesure où ce ne sont pas tous les instituts de sondage qui ont une précision suffisamment importante pour leur fiabilité. Prenons quelques chiffres et, pour ne pas interférer dans le débat local, appuyons-nous sur le premier tour des élections présidentielles de 2012. Quels ont été les résultats des candidats? On va en prendre deux, les principaux, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Qu'avaient prévu les sondages et quelle est la marge de manœuvre? Donc en 2012, au premier tour, François Hollande a obtenu 28,60% des suffrages exprimés. La moyenne des sondages, et c'est important parce qu'il ne faut jamais se référer à un seul institut de sondage, la moyenne des instituts de sondage le plaçait à 28%, avec une marge d'erreur de plus ou moins 2%. Ça veut dire que certains instituts le plaçaient à plus 2% par rapport à la moyenne des 28%, alors que d'autres le plaçaient à moins 2%, 2,8%. Il est de même pour Nicolas Sarkozy, qui a fait 27,20, il avait été battu. La moyenne des instituts de sondage était à 26,50 avec un écart, donc une marge d'erreur de plus ou moins 2,7. Ça veut donc dire que les sondages, non seulement ne sont pas une science exacte, mais souvent s'appuient sur des éléments conjoncturels et ces conjonctures pouvant évoluer, eh bien, ces sondages ne rendent pas compte forcément d'une dynamique plus structurelle, et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a un écart important au niveau des sondages, c'est-à-dire de 2 ou 3 points pour un candidat, il y a eu un affinement de ces sondages qui permet justement de prévoir que celui qui, dans les sondages, caracole en tête avec 2 ou 3 points d'avance a de fortes chances de se retrouver effectivement dans la même position de leader dans le cadre des élections. Cependant, il y a toujours cette marge d'erreur et lorsque vous constatez que dans la moyenne des sondages, je dis bien qu'il faut choisir les bons instituts de sondage, dans la moyenne de ces sondages, eh bien, vous constatez que parfois il y a des divergences qui ne sont pas forcément très prédictives dans la mesure où les scores des candidats sont très proches. Maintenant, intéressons-nous à l'influence de ces sondages. Déjà, sur le plan de la méthode, appuyez-vous sur des sondages qui prennent au moins 1500 personnes comme sondées. Deuxièmement, appuyez-vous davantage sur la méthode des quotas, parce qu'il y a également la méthode aléatoire où l'on prend des candidats un peu tout à fait par hasard, mais la méthode des quotas a cet avantage
de reconstituer une population miniature avec le nombre de jeunes, le nombre de moins jeunes, avec les catégories socio-professionnelles, même avec des catégories socio-géographiques, puisque suivant la région dont on est issu, il y a des tendances qui sont favorables ou défavorables à un candidat. Et assurez-vous que cette méthode des quotas est fiable, en tout cas sur la base d'au moins 1500 personnes. Alors, quel est l'intérêt des sondages et quelles sont leurs conséquences? Quelles sont leurs conséquences même, puisqu'il y en a plusieurs? D'abord, au niveau des médias. Ce sont les premiers commanditaires de sondages, ce qui permet de pouvoir lancer des débats sur la possibilité de supputer sur les stratégies. Ces médias souvent font intervenir des responsables d'instituts de sondage qui expliquent qu'il y a des variables. En fait, le rôle des médias, justement, c'est que dans le fait de susciter l'événement, le sondage reste un élément de gestion de l'incertitude qui fait lieu et qui donne lieu à débat. D'ailleurs, n'oublions pas que ces sondages également sont commandés par les partis, puisque c'est en fonction du résultat des sondages que certains partis modifient leur stratégie, en particulier leur stratégie de communication, et ils arrivent même à avoir ce qu'on appelle des publics cibles, ceux-là qui ne leur sont pas favorables et qu'ils doivent chercher à conquérir. Enfin, il y a les lecteurs. Le sondage influence-t-il les lecteurs? Et là, il faut distinguer deux grandes catégories. L'électeur qui a déjà fait son choix. C'est le cas des 2/3, voire des 3/4, 75% des électeurs. Ils savent pour qui ils vont voter. Par contre, il y a ce qu'on appelle le vote d'isoloir. Et là, on retrouve la rationalité classique de l'électeur. S'il n'a pas fait son choix et qu'il ne s'abstient pas, qu'il va voter, automatiquement, pour ne pas perdre sa voix, il aura tendance à vouloir privilégier celui qui est en tête des sondages. Et plusieurs études ont été menées, y compris par l'Ipsos ou alors le Cevipof, et montrent effectivement que ce vote d'isoloir, ceux qui ne sont pas encore décidés, qui vont voter mais qui ne savent pas pour qui, souvent, soit qu'ils regardent, par exemple, premier sondage, ils regardent l'importance de la pile de bulletins et ils voient que celui dont la pile de bulletins est le plus bas, c'est celui qui, a priori, aurait été suscité le plus d'intérêt des électeurs, donc ils limitent. Ou alors, si au niveau des sondages, un candidat ou une candidate a été placé en tête, eh bien finalement, pour ne pas perdre son bulletin, pour que son bulletin ait un sens utile, eh bien il va voter dans le sens des sondages, en tout cas de la hiérarchie établie par les sondages. Il faut donc rester extrêmement prudent. Si les sondages sont nécessaires, font partie du paysage politique, rentrent dans le cadre de la communication politique, il faut également être très vigilant sur la méthodologie utilisée par ces sondages et surtout ne jamais oublier que le sondage donne une image à un temps T et que n'importe quel événement de contexte peut arriver à modifier cet instant T. Et lorsque les sondages annoncent des candidats très proches, peut même inverser l'ordre des candidats. Retenons simplement à la décharge quand même des instituts de sondage qu'au cours des 6 dernières élections, ils ont eu des précisions relativement proches de la réalité. La seule bascule qui est intervenue, rappelez-vous, c'est en 2002 où les sondages n'avaient pas prévu l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au 2e tour des élections présidentielles par rapport à Lionel Jospin. Et ça s'était joué à quelques centaines de milliers de voix près. Nous avons donc terminé par rapport aux analyses de sondage. Intéressons-nous maintenant au progrès de l'abstention. Pourquoi l'abstention progresse? On peut d'ores et déjà l'affirmer si on se réfère par exemple à la Guadeloupe
aux élections régionales, au premier tour des élections régionales entre 1998 et 2015. Juste pour rappel, en 1998, l'abstention était de 45,40%, en 2010 de 50,19% et en 2015 de 52,79%. On constate donc un progrès lent mais certain, donc qu'on peut qualifier de structurel en ce qui concerne l'abstention à la Guadeloupe. N'oublions cependant pas qu'au cours du deuxième tour, cette abstention diminue entre 6 et 11 points. Ça veut dire que le taux de participation devient supérieur entre 6 et 11 points par rapport au premier tour. Essayons d'analyser les éléments qui peuvent expliquer cette dynamique abstentionniste à la Guadeloupe. Et beaucoup de nos conclusions seront d'ailleurs généralisables dans d'autres régions qui connaissent de manière globale au niveau national, à l'exception peut-être des élections présidentielles, toutes les élections, y compris les élections de proximité, je pense en particulier aux élections municipales, sont touchées par ce phénomène d'abstention dont il convient de s'interroger, surtout dans un contexte sanitaire qui ne va pas forcément alimenter une grande propension à aller voter, puisque nous ne sommes même pas à la moitié de la population française qui serait vaccinée au moment où se dérouleront les élections. Nous sommes d'à peu près à 30 millions de personnes ayant reçu uniquement la première dose. Alors, les causes de cette abstention, dont nous avons précisé les chiffres. Il y a deux travaux qui me semblent intéressants et que je vous invite à consulter. Ce sont ceux du CEVIPOF sur l'abstention et ceux de Vincent Ponce. Et ils estiment, il y a une convergence d'analyse, qu'il y a 4 causes qui peuvent générer l'abstention. La première, c'est d'abord le type d'élection. On s'abstient moins aux élections municipales que par exemple aux élections européennes. Même au niveau national, les élections européennes, c'est 65, enfin les 2 tiers de personnes qui s'abstiennent, a fortiori à la Guadeloupe, où cette abstention a atteint, en tout cas franchi largement le cap des 80%. Donc le type d'élection est déjà déterminant de la structure de l'abstention. Mais s'il fallait quantifier cette influence, elle est peut-être d'environ 20%. L'un des éléments les plus importants, d'après les 2 travaux que je viens de vous citer, c'est la catégorie socio-professionnelle à laquelle appartient l'électeur. Et ils font la distinction entre les catégories socio-professionnelles défavorisées et celles qui le sont. Les catégories socio-professionnelles défavorisées sont dans une situation de survie existentielle quasi quotidienne et ne voient pas dans les politiques publiques, donc dans l'action des politiques, le moyen, en tout cas, le levier par lequel leur situation serait censée s'améliorer. À cela s'ajoute le fait que les partis et l'idéologie a complètement diminué. Vous aurez compris que les catégories sociales les plus défavorisées ont une confiance encore plus limitée que les autres catégories, voire une certaine défiance. Et c'est chez eux que l'on trouve le taux d'abstention le plus important, qui peut atteindre, je vous le rappelle, près des 2 tiers pour certaines élections. A contrario, concernant donc les catégories les plus aisées, leur participation aux différents votes excusez-moi, est beaucoup plus importante en raison du fait qu'ils estiment que leur situation est directement liée au contexte politique et par conséquent, ils s'engagent davantage au niveau des événements. Donc, deuxième cause d'abstention, c'est l'appartenance ou pas à une catégorie socio-professionnelle. Troisième cause mise en évidence par ces travaux, c'est l'appartenance communautaire. Suivant
en particulier à la Guadeloupe, la communauté socio-ethnique. Il y a à la Guadeloupe un vote socio-ethnique. Ça veut donc dire que certaines communautés ayant l'habitude de se rencontrer dans le cadre de pratiques, quelles qu'elles soient, ou de pratiques, qu'elles soient festives, culturelles ou autres, il y a cet échange qui se fait entre eux et donc cette dynamique qui a une tendance à amener à voter dans une direction ou une autre ou à ne pas voter. Mais à côté de cette appartenance socio-ethnique, il y a également cette appartenance culturelle, à savoir qu'il y a des religions ou des obédiences religieuses qui incitent plus ou moins leurs mandants à aller voter et à participer au processus électoral. Donc, vous comprenez très bien que ce sentiment d'appartenance communautaire, qu'elle soit socio-ethnique ou culturelle, ne peut pas être négligé, en tout cas dans la dynamique qui détermine la motivation à aller voter. Enfin, n'oublions pas que, je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a une volonté naturelle de pouvoir anticiper les résultats. Et bien souvent, lorsque les sondages dont on vient de parler mettent en avant un candidat, ça peut tout simplement déterminer certains à dire, mais de toute façon, l'élection est déjà jouée, ce n'est pas la peine qu'il puisse y avoir un vote. Et le cas d'école, c'est le deuxième tour donc, de Jacques Chirac, rappelez-vous, contre Jean-Marie Le Pen, où il y avait une abstention record par une élection présidentielle, parce qu'une bonne partie de l'électorat a considéré que de toute façon, avec le Front républicain, l'élection était déjà jouée et qu'il n'était point besoin qu'il se déplace aux urnes. Restent maintenant les solutions. Elles ne peuvent pas pour l'instant être juridiques. Dans certains pays nordiques, l'on sanctionne les électeurs qui ne vont pas voter. En France, cela est difficile. Je rappellerai simplement que pour les élections à venir, le législateur, conscient qu'il risquait d'y avoir un très fort taux d'abstention lié au contexte sanitaire, lié également à la présence de 2 élections et à la multiplicité des listes, qui amène naturellement les électeurs à attendre que les choses se décantent pour pouvoir ensuite aller voter. C'est la raison pour laquelle il y a toujours entre 6 et 11 points, je vous l'ai dit, entre le premier tour et le deuxième tour. On vote plus au deuxième tour, simplement parce que le jeu est beaucoup plus clair. Et la seule solution que le législateur a mise en place pour les prochaines élections consiste tout simplement à permettre le port de 2 procurations par les porteurs de procuration, ce qui permet au même électeur de pouvoir voter pour lui, mais également de voter pour 2 autres personnes, donc de peser 3 voix. Nous verrons cette évolution, va-t-elle s'accentuer? Peut-être qu'elle sera atténuée, certainement qu'elle s'accentuera, mais elle sera peut-être atténuée par le fait qu'il y a, ne serait-ce qu'aux élections régionales, plus de 500 partants. Avec leur micro-réseau, ils vont peut-être être plus actifs. Il y a 146 binômes également avec leur micro-réseau. On verra en fonction du résultat si nos prévisions qui prônent à ce qu'il y ait une abstention importante au premier tour en raison de la multiplicité des listes, mais se confirment. Le résultat nous le dira. Je vous propose de passer à l'actualité nationale, en particulier à l'interprétation que l'on peut donner à la gifle reçue par le président de la République. Le président de la République qui reçoit une gifle, cela peut paraître inédit. Pourtant, en remontant un peu dans l'histoire, Manuel Valls et voire même Nicolas Sarkozy avaient subi, en tout cas les mêmes agressions de personnes présentes dans le public. Donc, la question qu'il faudrait se poser, parce que cette situation était impensable. Il y a par exemple au début de la Ve République, le général de Gaulle, Georges Pompidou, il était impensable, même François Mitterrand, que certaines personnes dans l'opinion publique se permettent, en tout cas dans la foule, se permettent de gifler un président de la République. Alors essayons de comprendre
de quoi tient cette évolution. Et vous verrez que c'est à la fois de la faute, en tout cas c'est à cause des hommes politiques, en même temps que c'est le fait de certains exaltés qui dans la foule veulent en tout cas manifester leur mécontentement. Lorsqu'un élu exerce ses responsabilités, il le fait dans le cadre d'une puissance symbolique, c'est ce que dit René Girard, philosophe que je cite souvent, dans la mesure où il est délégataire d'un pouvoir universel, en tout cas pour la société qu'il est élu, de décider en lieu et place des autres. Alors il n'est pas détenteur d'un pouvoir de droit divin, mais il est détenteur d'un pouvoir qui pourrait être équivalent, qui lui donne le droit de décider par l'onction du suffrage démocratique. Donc, il y a ce phénomène de sacralisation. Cependant, les élus, au fur et à mesure où le temps a passé, se sont lentement mais sûrement autonomisés par rapport aux préoccupations de base. Les sondages parlent même d'une autonomisation du système politique. Ça veut donc dire que dès lors que les élus l'ont été, ils ont tendance à pouvoir se couper d'un certain nombre de préoccupations. Depuis Nicolas Sarkozy, qu'ont fait ces élus? Ils ont voulu être monsieur, madame, tout le monde, de manière à pouvoir retrouver un humanisme social que la fonction présidentielle ou autre, d'ailleurs la fonction politique en général, les amenait à la distance par rapport à la population. Et c'est vrai qu'ils participent maintenant sur les réseaux sociaux, ils sont en interaction sur les différents moteurs de recherche, sur les différents réseaux sociaux. Ils sont, quand ils font un meeting, je me souviens par exemple Ségolène Royal ne faisant plus meeting sur une tribune, mais étant dans la foule. Donc il y a eu, par cette initiative même des élus, pour trouver des rapports de proximité, une volonté de désacraliser, en tout cas leur personne, de manière à pouvoir la mettre au niveau de monsieur tout le monde. Quand une telle procédure se met en place, ça n'est pas sans conséquence. Et il y a des travaux que je vous invite à consulter, ce sont ceux de Bruno Cotresse. C'est lui qui écrit « Le vote des Français de Mitterrand à Sarkozy ». Et il explique que ce phénomène était déjà prévisible. Rappelez-vous que lorsqu'on s'attaque à la personne du président de la République, on ne s'est pas attaqué à Emmanuel Macron, on s'est attaqué au chef de l'État et par conséquent aux institutions. Rappelez-vous déjà qu'au niveau des Gilets jaunes, il ne voulait avoir aucune personnalité intermédiaire, il voulait s'adresser directement au président de la République. Que le mécontentement ne s'est pas simplement traduit par des slogans dans le cadre des manifestations de masse. Il y a une tentative d'entrer à l'Assemblée nationale et l'arc de triomphe a été, si on peut utiliser le terme, profané. Donc il y a une forme de révolte sociale qui se traduit par une attaque, en tout cas, qui se traduit par une remise en cause ou une attaque plus ou moins virulente vis-à-vis des propres institutions. Et en poussant plus loin l'analyse, sous la plume de Bruno Cotresse, on peut estimer qu'en France, il y a une très forte présidentialisation du régime. Le président français est certainement le président qui dispose au niveau des démocraties occidentales du plus de pouvoir, y compris sur les autres pouvoirs que sont le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Il peut dissoudre l'Assemblée, et c'est lui qui nomme les magistrats à un certain niveau. Il y a un ministre de la Justice. Donc, on est en France dans une situation de présidentialisation du régime telle que le chef de l'État est d'une puissance sans commune mesure par rapport aux autres pays
où les choses sont beaucoup plus équilibrées par rapport aux démocraties parlementaires, ou voire même, vous voyez bien que le président américain ne prend pas n'importe quelle décision, en tout cas a beaucoup moins de champ de décision puisqu'il est contrôlé soit par le Sénat américain, soit par le Congrès qui peuvent effectivement s'opposer à ces décisions. Donc, forte présidentialisation du régime. Deuxièmement, immunité. Il faut savoir que le président de la République bénéficie d'une immunité qui le met à l'abri, en tout cas, de toute forme de poursuite. Enfin, il y a cette volonté de pouvoir, à un moment donné, vouloir manifester son mécontentement en s'inspirant de ce qui peut se passer ailleurs, et ça c'est le côté négatif des réseaux sociaux, qui amène donc certaines personnes à se mobiliser, mais de manière agressive. Donc, nous verrons la suite judiciaire qui sera consacrée à cette affaire, mais l'interprétation qui me semble la plus plausible, c'est qu'à partir du moment où l'on s'en prend à la présidence de la République, on s'en prend tout simplement aux institutions avec la nécessité d'une analyse beaucoup plus en profondeur, puisqu'on sent que sociologiquement, la société française évolue, mais cette situation a inquiété tous les partis, puisque s'il y a une conséquence qui est liée à cette agression, c'est que tous les partis, quels qu'ils soient, d'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre et la droite ou la gauche, ont tous condamné le fait qu'on s'attaque non pas à Emmanuel Macron, mais au président de la République. Et cet avantage a eu, en tout cas, le côté positif de pouvoir cristalliser autour du président de la République une certaine sympathie, mais également un consensus politique de soutien. Nous verrons la suite qui sera donnée, puisque après ce calme, cette trêve, interviendra certainement le combat politique lié aux élections régionales. Pour ma part, j'ai eu plaisir à être avec vous. Merci de votre écoute et de nous être fidèles sur Éclair TV. Nous nous retrouvons vendredi prochain à la même heure. Que la nuit vous soit douce.